Bonjour à tous et bienvenue sur Côté Canap. Aujourd'hui, nous allons explorer l'art du tatouage sous un angle nouveau avec notre invitée du jour, Lilou. Elle est la force motrice derrière Orbe Noir, un nouveau studio qui s'apprête à redéfinir la notion de lieu de création. Lilou nous parlera de son ambition de rassembler sous un même toit des talents de tatouage et de la musique, cultivant une atmosphère de rencontre et d'échange. Au cours de cette discussion, elle partagera ses expériences personnelles, ses inspirations et surtout sa philosophie unique qui met l'accent sur le vécu et le ressenti des personnes tatouées. Alors accrochez-vous, ça va être intense. Bonjour Lilou et bienvenue sur Côté Canap. Bonjour. Dis-moi, est-ce que tu peux un petit peu parler de toi, de ta passion, de qui tu es et ce que tu fais dans la vie? Alors moi c'est Lilou, je suis tatoueuse depuis 9 ans, bientôt 10. Ma passion dans la vie c'est le tatou. Ça c'est une certitude. Mais en fait je pense non, ma vraie passion dans la vie c'est les gens. Je pense ce qui fait que j'aime le tatou. Sinon à côté de ça j'adore bricoler, rénover, retaper. Et faire des choses. Toi. Moi j'aime faire. Je pense que faire c'est vraiment mon leitmotiv dans la vie. Le tatou en fait partie parce que je fais, je produis, mais sinon faire des choses. Et tu dessinais avant quand tu étais petite ou pas du tout? Bon, j'ai toujours dessiné, mais je pense comme tout le monde a toujours dessiné. Moi la pratique du dessin c'était pas ma pratique de prédestinée, prédestination, je sais pas. Mais ma pratique de base c'était plutôt faire bricoler. Ouais. J'étais dans la matière. Et j'ai très vite fait des arts plastiques, et même dans les arts plastiques et dans tous les domaines d'art que j'ai étudiés, parce que c'est aussi mes études, c'était plutôt dans la fabrication, c'était plutôt dans la matière. Donc moi j'étais vraiment dans la texture, la pierre, le bois, le cuir, le tissu. Donc même quand je peignais ou quand je dessinais, quand je repassais par le principe d'avoir un outil en main qui vient tracer quelque chose, c'était toujours sur de la matière. Donc j'ai peint des murs, j'ai peint des sols, mais j'ai aussi sculpté, et après je peignais sur les sculptures, des choses comme ça. Mais donc mon premier rapport moi au dessin et à la peinture, il est plus dans la matière. Dans la matière. Vraiment, et donc tu t'es un peu orientée sur la matière peau. En fait, au final, elle est un peu tombée sur moi plutôt. Mais oui, c'est ça. Et à quel âge t'as commencé à ce métier? Enfin, comment ça t'est tombé dessus alors? Alors moi, je sortais des études, donc j'ai fait Saint-Luc à Tournai en supérieur, en design, en STO. Et à l'époque, j'ai rencontré un tatoueur. En fait, moi, ça s'est vraiment fait. C'est aussi une histoire d'amour. J'ai rencontré un tatoueur et qui, au début, il faisait sa vie, moi je faisais la mienne dans mon domaine. Enfin voilà, c'était complètement séparé. Et puis, en fait, un jour, lui m'a demandé un tatou. Parce que lui, il avait envie de garder un tatouage de sa copine. C'était quelque chose de symbolique pour lui. Et j'ai dit mais si je le fais bien, quoi. Et donc du coup je me suis pendant à peu près un mois, j'ai fait plus de 6 heures par jour d'entraînement comme un apprenti, parce que je suis partie du principe que si je fais un truc, je le fais bien. Et il s'avère qu'à ce moment-là de ma vie, j'avais du temps. Donc je l'ai fait à fond. Et quand je l'ai tatoué, en fait, j'ai adoré ça. En fait, ça a été la première personne que j'ai tatouée. Ça a été le premier tatouage que j'ai fait sur peau humaine. Et j'ai adoré ce qui s'est passé. Il y a eu en fait, ça correspondait à tout ce que j'aimais. C'est-à-dire qu'à la fois il y avait de l'humain, à la fois il y avait de la matière, parce que on n'est pas sur un papier, c'est mou, ça bouge, ça respire, ça évolue, et on passe quand même par une machine, on passe par un outil. Et je pense que ça aussi c'était quelque chose qui me plaît plus que le crayon. Et cette relation au corps, justement, t'avais pas peur de ce côté définitif quand tu t'es lancée comme ça Ah si. Pendant les 3 à 5 premières années, c'est le truc le plus stressant. Après, on passe sur d'autres caps. Mais la première partie, c'était vraiment, qu'est-ce que je fais? J'ai pas intérêt à déconner parce que si je le fais mal, ça va rester à vie sur la personne. Et en même temps, cette pression-là, c'est celle qui fait qu'on essaye de faire au plus juste. Enfin, j'ai fait un peu de théâtre quand j'étais jeune, et les meilleures scènes qu'on fait, on les fait quand il y a un public. Et il y avait un peu de ça. Il y a un peu de ce côté, de toute façon, c'est maintenant ou jamais. Et il y a aussi un petit côté un peu définitif de toute façon, cette ligne-là, elle est bonne. Même si elle l'est pas vraiment, elle a pas le choix d'être bonne parce que il y a que elle. T'aimes prendre ce risque, en fait, ce danger. Au début, je l'aimais pas. C'est d'ailleurs ce qui a failli me faire arrêter le tatouage. Enfin, ne jamais commencer, je dirais même. Parce que j'avais très peur de 2 choses. Faire mal et de la responsabilité que ça impliquait. Et puis, en fait, je pense, l'envie et le désir a pris le dessus et la passion a pris le dessus très rapidement et après, Est-ce que t'as trouvé ton style directement? Pas du tout. Moi, je pense que par rapport à beaucoup de tatoueurs, j'ai mis beaucoup de temps. Moi, je dirais que j'ai mis 7 ans à trouver, et encore, on n'est jamais. Tu évolues peut-être. C'est ça. Et puis, on n'est jamais convaincu. Je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que j'en ai un, mais
Je peux le dire parce qu'on me le dit. Parce les retours font qu'aujourd'hui, on me dit, ouais, non, mais à force de l'entendre. Quand on voit ce que tu fais, il y a quand même une vraie ligne directrice. Et donc, c'est vrai que oui, aujourd'hui, je pense que je peux le dire. Mais moi, je dirais que j'ai mis au moins 7-8 ans, ouais, avant de trouver mon style. Et donc t'es autodidacte? T'as jamais suivi une formation officielle? Alors, t'as été suivie avec un tatoueur? J'ai été suivie quand même par un tatoueur. Donc, c'est lui qui m'a entièrement formée. Moi, je considère que j'ai été formée par lui ça fait 9 ans que je tatoue, pendant 9 ans. Parce que jusqu'à il y a quelques mois, on travaillait encore ensemble. Donc oui, je considère qu'il m'a formée pendant 9 ans. Dans le tatouage, aujourd'hui, il n'y a aucune formation, on va dire, officielle, qui existe. Il n'y a pas d'accès à la profession. C'est un truc pour lequel on se bat, mais c'est comme ça. Pour l'instant, il n'y a pas d'accès à la profession. La seule chose qu'il nous faut, c'est une formation hygiène. Donc, qui traite de l'hygiène dans le tatouage et du côté sanitaire. Mais il n'y a aucune formation esthétique, qualitative, technique, autour du tatouage. T'apprends sur le tas, quoi. T'apprends en étant formé par quelqu'un. Il y a un côté encore un peu artisanal dans la façon de l'apprendre qui est très, on a un maître d'apprentissage qui va nous former pendant une durée plus ou moins déterminée, et c'est un peu lui qui va nous donner ces trucs. Et après, il y a aussi l'échange avec beaucoup d'autres tatoueurs, et puis plus tu pratiques, plus tu rencontres des gens, plus t'apprends, etc., etc. Mais c'est vraiment un apprentissage, en tout cas actuellement en Belgique et en Europe, qui se fait vraiment comme ça, qui se fait en direct à l'artisanal. Ouais. Au niveau de ton style, comment tu le décrirais pour les auditeurs? Ça, c'est la question qu'on me pose. C'est la question auquel je sais pas trop répondre. Alors, si on parle purement esthétique, ouais, c'est ça. Il est qualifié de graphique black work ornemental. Donc voilà, on est sur des grands mots qui peuvent à la fois dire beaucoup de choses et ne rien dire quand on connaît pas. Si tu le décris un petit peu. Si moi je le décris, j'aime beaucoup travailler déjà, je travaille souvent des grandes surfaces. Même si je fais aussi des petits tatouages, mais je fais souvent des grandes surfaces parce que ce que j'aime c'est travailler global avec mes clients. Et après, ça va être très ornemental. Je travaille qu'avec du noir. Enfin maintenant. Avant, c'était pas forcément le cas, mais aujourd'hui, je travaille quasiment qu'avec du noir. Je ne dilue pas mes noirs et je ne les coupe pas au blanc. C'est d'autres techniques de tatouage. Moi, j'aime bien travailler vraiment le noir pur. Et avec ce noir pur, d'arriver à avoir des nuances. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv aujourd'hui, en ce moment. Parce que ça peut changer. Mais en ce moment, c'est vraiment d'arriver à créer de la profondeur alors qu'on n'a qu'une seule nuance à la base. On a un seul pigment. C'est vraiment ta préférence, Ouais, c'est comment ma main ou ma machine ou la vitesse avec laquelle je vais aller ou la texture que je vais mettre qui va influencer la texture, la couleur, la profondeur et le rendu visuel du projet. Au niveau justement matériel, tu utilises quoi exactement? Tu utilises des stencils? Ah oui, pour tatouer, oui. Alors on utilise du stencil, oui. Ça c'est quand on fait un dessin qui est défini dès le départ. Généralement de façon soit numérique, soit papier. Ouais. On va le définir, on va le dessiner ensemble. Et ensuite, on va regarder sur la personne si la taille convient, si l'emplacement lui convient. Et là, on pose un stencil. Maintenant, aujourd'hui, de plus en plus dans ma pratique, je n'utilise quasiment plus de stencil. Enfin, j'essaye de l'enlever au maximum. Tu dessines sur la peau? Et je dessine directement sur la peau, ouais. C'est une œuvre d'art. En fait, je le fais directement avec mes clients. On fait au feutre. Et là, on réfléchit vraiment dès le départ ensemble. Et maintenant, de plus en plus, je travaille comme ça. Tu peux m'expliquer un petit peu justement comment ça se déroule si quelqu'un vient te voir pour avoir un tatouage, comment se déroule justement cet échange? Comment tu fonctionnes? Alors, il y a deux types d'échanges, mais on va dire celui que moi je défends et celui sur lequel je me bats, c'est généralement des gens ils viennent me voir, ils me disent voilà, j'ai toujours rêvé de faire un tatouage, j'en sais rien, sur le bras ou la jambe. Et là, il va y avoir d'abord une première fois où on se rencontre, on discute. C'est une rencontre qui est assez brève. Parce que c'est pas nécessaire qu'elle soit plus grande que ça, mais où il va m'expliquer ce qu'il veut et je vais lui montrer ce que je fais et il va me montrer quelques références et je vais pouvoir établir à peu près un budget et un temps nécessaire pour réaliser ce projet. À partir de là, s'il le souhaite, il prend rendez-vous. Il prend rendez-vous si il a eu un bon feeling avec moi, si il est content de ma façon de travailler, parce que généralement cette séance-là, je lui explique que je ne dessine rien en avance. Moi, je dessine tous mes projets, du coup, avec eux, en direct. Ouais. Donc ça, faut aussi être d'accord. Il y a des gens que ça peut mettre en difficulté. Mais donc, une fois que on est à peu près d'accord sur ma façon de travailler, qu'il est OK avec ça, il peut prendre rendez-vous. Et alors, le jour où il arrive du rendez-vous, c'est là que tout se passe. C'est là que, pour moi, la magie opère. Donc, il arrive. Moi, j'arrive avec zéro a priori. Je ne sais pas ce que je vais faire. J'ai oublié cette conversation, généralement. Je me rappelle de petites choses, mais voilà. Et moi, j'arrive en mode, bonjour, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Et alors là, la personne me raconte. Sauf qu'entre-temps, elle me l'a déjà raconté une fois.
Et le fait qu'elle me le raconte et que moi je l'ai oublié, mais que elle a réévolué par-dessus, elle arrive avec des petites spécificités qui vont être exactement ce qu'il me faut. Des petites images, alors des fois c'est des sculptures, des fois c'est des photos, des fois n'importe. Elle va avec ses références. Et à partir de là, moi je vais lui en montrer d'autres, je vais lui faire découvrir d'autres choses, ce qu'il me dit me fait penser, n'importe. On va vraiment échanger ensemble. Et à partir de cet échange-là, on va faire un projet. Donc soit on le fait en dessin, soit on le fait sur iPad. Aujourd'hui, c'est quand même beaucoup l'iPad qui est utilisé parce que ça va vite, parce que ça me permet de modifier très rapidement. Ça me permet d'ajouter rapidement des calques, des spécificités, tout ça. Et ensuite, on l'imprime et on regarde la dimension, l'emplacement et tout ça. Ou alors, on est sur vraiment du projet avec des gens qui ont plus confiance, parce que ça demande beaucoup de confiance. Des gens qui ont plus confiance et là, qui vont me laisser y aller au feutre. Et donc là, en fait, toute la conversation se fait aussi. Généralement, j'imprime toutes les références qu'ils m'ont demandé pour les avoir en face de nous. Et là, c'est une discussion à deux où je vais passer avec du feutre. Donc d'abord, c'est une couleur très claire. Et puis plus ça va aller, on va redessiner à chaque fois. Donc d'abord, je vais dessiner très globalement ce à quoi ça ressemble. Il regarde dans le miroir, il valide. Alors chaque étape est validée et consentie, parce que c'est quand même hyper important. Ouais, c'est quand même une partie du corps, c'est définitif. En fait, c'est pas qu'un dessin que tu offres dans ce que tu proposes, c'est vraiment une relation que tu offres pendant un moment. C'est exactement ça. Moi, je le vois comme ça. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça, parce que je me suis fait tatouer chez toi. Et c'est vraiment, que ce soit le premier échange qu'on a eu, on sent que tu captes la personne et que quelque part, si le feeling passe pas, ça n'ira pas plus loin. Qu'il vienne me voir. Voilà, c'est ça. Mais c'est un souvenir que tu offres au-delà d'un dessin, ou d'un tatouage pour la personne qui vient chercher son souvenir à elle pour par exemple le graver sur sa peau. C'est un double souvenir. Finalement. Écoute, ça me touche beaucoup parce que c'est l'objectif. Moi, c'est vraiment mon objectif. Pour avoir moi-même été tatouée, je me rappelle et je me dis toujours, pour le client, c'est un jour dans sa vie dont il se rappellera plus ou moins si ça s'est bien passé, tout ce qui va avec. Mais lui, il s'en souviendra. Nous, on en fait tous les jours. Mais c'est pas pour ça qu'on doit enlever ce moment-là à ce client-là. Moi, je sais que mes tatouages, je m'en rappelle. Et la raison pour laquelle je les ai faits, je m'en rappelle. Et même si parfois il n'y a pas une raison directe, peut-être la personne après. En fait. Je me souviens beaucoup plus des gens, des histoires des gens que j'ai eues que des gens en eux-mêmes. Je sais pas comment l'expliquer. Ce qu'ils te racontent aussi. Oui, c'est ça. Je me rappelle pas souvent de leur nom. Les visages, je suis très mauvaise pour les visages. Mais par contre, je me rappelle j'ai passé un bon moment, ils m'ont raconté ça. Souvent, j'arrive à me rappeler de bout de leur vie, de ce qu'ils m'ont raconté, tout ça, oui. Et ça t'est déjà arrivé, justement, à ce premier contact, de ne pas avoir de feeling et de dire, en fait, je le sens pas? C'est très dur de dire je le sens pas. J'ai longtemps regretté de ne pas avoir dit que je ne le sentais pas à beaucoup de gens. Aujourd'hui, j'en suis beaucoup plus capable. Et encore, il y a beaucoup de fois où on n'écoute pas son instinct. Parce que des fois, on sent qu'on est face à une personne qui a très envie d'un tatouage, qui a entendu parler de nous par diverses personnes et qui pense qu'on est la bonne personne. Mais nous, on sent qu'il y a un truc qui marche pas, et même cette personne le sent sans doute, parce que j'imagine que c'est réciproque. Et en même temps, l'entrain et l'énergie, elle est là, on a du mal à enlever sa dynamique, parce qu'il a décidé enfin, par exemple, que ce jour-là, il le ferait. Et alors là, maintenant, je le sens, ils s'en vont. Je dis, ça va pas marcher. Et généralement, maintenant, comment je le fais, c'est que quand ils arrivent au deuxième rendez-vous, je discute et je vois où on en est par rapport à ce premier rendez-vous. Et là, en fonction des besoins, je vais rediriger soit ailleurs, soit sur une autre séance, en disant en fait il y a un besoin de réflexion supplémentaire, ou en fait il y a un truc qui va pas encore assez. Et donc ça, je vais essayer maintenant de le rediriger. Mais c'est très dur. En fait, c'est très dur de dire. C'est le relationnel finalement. C'est ça. C'est très dur de dire non. Et justement, par rapport à ces expériences, est-ce que ça t'est arrivé de faire un concept et que quelqu'un dise en fait ça me correspond pas, ou... Alors, c'est rare que les gens viennent nous le redire à nous. Oui, je pense que il y a une forme, peut-être d'autorité, de crainte, et peut-être un peu d'envie de respecter quand même, ou pas vouloir déranger. Des tatouages mauvais, j'en ai fait. J'en ai sans doute fait, enfin comme tout le monde. C'est comme les coupes de cheveux. Voilà, c'est ça. Je pense que j'en ai fait. Des tatouages pas terribles, j'en ai fait. Des tatouages un peu à contre-cœur, j'en ai fait. Et si je suis très honnête avec moi-même, je pense que j'en ai fait plus que j'en ai eu de retour. Et je pense que j'ai peu de gens qui sont venus me le dire.
C'est peut-être que t'es fort. J'ai souvenir d'une cliente qui n'est pas venue me le dire, mais son mari m'en a parlé parce que son mari se refaisait tatouer par moi après. Et il m'a dit, elle l'a fait des tatoués. Écoute, elle ne l'a jamais supporté. Alors, il ne m'a pas dit si c'était parce que c'était, je lui ai demandé, je dis c'était raté. Lui il m'a dit que non, c'était vraiment parce que elle voulait pas de tatouage en fait. Enfin voilà, elle a réalisé que c'était pas fait pour elle et du coup elle a décidé de le faire détatouer. Mais on sent quand même que oui, on n'a pas fait le taf. Combien ne sont pas venus me le dire? Après, il y a des modes aussi dans les tatouages. Ah, ça c'est dur. Il est possible que tu puisses faire un tatouage qui est très bien et que la personne ne le vive pas bien dans 10 ans. Ah oui, ça aussi. Ah mais ça aussi. Le suivi de mode, on en a eu beaucoup. C'est pas facile. C'est pas facile de dire à un client non, fais pas ça parce que on en a vu beaucoup. Voilà, c'est ça. À un moment donné, c'était le dauphin dans le fond de la mer avec le fond de soleil. Enfin, on en a connu quelques-uns comme ça qui sont très clichés. C'est dommage d'avoir fait de ces tatouages des clichés. Moi, j'ai longtemps défendu le fait que, alors ça n'a rien à voir, mais tu vas comprendre où je veux en venir. Quand j'ai commencé la guitare, je rêvais d'avoir une Fender parce que tel artiste avait une Fender. Et je suis arrivée avec mes grands sabots, j'ai commencé à jouer de la guitare, et puis un jour je dis à mes parents, je veux une Fender, voilà. Alors mes parents m'ont acheté une Fender, et puis je me retrouve avec une Fender. Super, mais la Fender était pas du tout faite pour moi, elle ne correspondait pas du tout à ce que je voulais faire comme musique, et en fait c'était pas du tout quelque chose qui m'était adapté. Sauf que, grâce à ça, j'ai fait de la musique pendant plus de 10 ans. Donc en fait, il faut rentrer par la petite porte. À un moment donné, le tatouage, c'est quelque chose qui n'est pas accessible avant 18 ans. Point. De toute façon, c'est comme ça. Il n'est pas accessible avant 18 ans. Donc il y a quelque chose, quand on est adulte, on veut en faire partie. En tout cas, si on aime, on veut en faire partie. Mais forcément, il faut rentrer par la petite porte. Avant d'avoir la culture du tatouage, connaître le milieu, découvrir comment ça se passe, la relation tatoueur-client. Est-ce qu'on est un collectionneur? Est-ce qu'on est un tableau vivant? Parce qu'il y a plein de tatoués différents. Il y a des styles de tatoués. Moi, je dis, il y a les collectionneurs, il y a les tableaux, il y a ceux qui veulent des grandes pièces, il y a ceux qui veulent plein de petites pièces, il y a ceux qui sont des accumulateurs, il y a ceux qui veulent des bêtises, il y a ceux qui veulent de l'instantané. Enfin, bref. Et donc, faut rentrer quelque part. Et donc, pour rentrer quelque part, soit on se renseigne pendant des années, on fait pas, et du coup, on hésite, et le passage, il est très dur. Soit on passe directement le cap, et on passe par ce qu'on a vu. Et ce qu'on a vu, c'était quoi? C'était le signe de l'infini, on est toujours influencé par quelque chose, exactement. Que ce soit la télé ou alors des modes. Exactement. Donc cette mode en soi n'est pas dérangeante. Elle est dérangeante si elle est regrettée. Et c'est là la nuance, et c'est là que c'est compliqué. Et donc c'est là que, tous les tatoueurs ont des tatouages qu'on appelle les tatouages conneries. On a tous fait ces choses-là. On est tous passés par là. Et donc, les tatoueurs qui jugent et qui critiquent ça, de un, c'est votre fonds de commerce, les gars. Et de deux, vous êtes aussi rentrés par cette porte-là. Ce serait comme se moquer d'un enfant qui rampe, quoi. Et qui apprend à marcher. Enfin, moi, je comprends pas. Et toi, à l'heure actuelle, tu suis des tendances ou alors tu suis ta propre voie quelque part? Je sais pas. J'ai la prétention de croire que je suis ma propre voix, mais non, en réalité, je pense qu'on suit forcément des tendances. On le veuille ou non, on est forcément influencé. Ou influence ta propre vie, en fait. C'est ça. Donc, moi, ce que j'aime va naturellement, tout doucement, moi, ce que j'admire va tout doucement, naturellement influer sur ma façon de réfléchir et de travailler. Pour en revenir à ton travail à toi, tu dis que tu fais plutôt des grandes pièces. Oui. Qu'est-ce que tu entends par grande pièce? Là, je fais principalement des quasi-corps complets, des dos complets, alors je suis en cours sur beaucoup de corps. Au feutre, alors? Alors, pas tout, il y a des parties qui sont faites en stencil, il y a des jonctions qui sont faites au feutre, ça dépend. Je tatoue surtout pas tout en une fois, donc c'est des projets qui durent plus d'1 an. Là, j'ai 2 corps complets qui sont en cours depuis 1 an. C'est des personnes qui n'ont aucun tatouage sur leur corps? Ça dépend. Parfois, j'ai tout. J'ai des gens, là, ce couple-là dont je parle, ils sont arrivés, elle avait aucun tatouage, ou elle avait, je pense, 2 petites bêtises sur les avant-bras, une bêtise comme ça. Et lui, il avait un tatouage sur la main, main et avant-bras. Mais au-delà de ça, ils avaient rien. Et eux, ils m'ont demandé de tout remplir. Donc vraiment, le but, c'est de prendre le temps de tout remplir. En fait, eux, ils sont arrivés avec une démarche qui a été de dire, nous, on veut un tatouage. Mais on veut the tatouage, quoi. Et on veut tout le corps. Alors, quand on dit tout le corps, c'est pas obligé de tout remplir. Mais juste, on le réfléchit en une pièce. On le réfléchit entier. Dès le départ, c'est le kiff pour toi, ça. C'est le bonheur. Est-ce qu'ils t'ont donné une indication de thème? Ou alors c'est... Oui. Ça s'est fait après, il y a une grande discussion. Ouais. Moi, j'aime bien qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils font. Mais aussi,
c'est quoi tes influences, t'aimes quoi? Donc là, c'est des grands fans de musique, etc. Donc on a parlé de musique, j'ai découvert un peu leur univers. Tu vas rentrer un peu dans leur intimité pour comprendre un peu la personne. Beaucoup. Et puis tu découvres aussi la timidité de certains, à l'inverse, le besoin d'expressivité d'autres. Par exemple, ce couple-là, moi j'ai vu la demoiselle évoluer là en un an, elle est méconnaissable, et même au point que son conjoint m'a envoyé des messages en disant waouh, elle est resplendissante, parce qu'on sent elle s'assume peut-être. En fait, elle a redécouvert une partie de son corps, elle assume de montrer une partie de son corps. Enfin, le fait de tatouer des parties comme le ventre, la poitrine, les jambes, les fesses, le dos, c'est des endroits qui en fait ont un impact aussi c'est bête, mais sur ta façon de marcher, sur ta façon de te tenir, sur ta façon de t'habiller. Et elle, en tout cas, on l'a vu se révéler, quoi. Ça a été vraiment, et c'était une personne, adorable, très gentille, très douce, mais qui avait peur qui était dans de se montrer, de déranger, de manière générale. Peut-être pas de se montrer, parce que je me trouvais qu'elle avait peur de se montrer, mais on était plus dans peur de déranger. Et aujourd'hui, elle est là. Il y a quelque chose qui a changé là-dedans, et ça c'est la thérapie par le tatouage. Peut-être. J'ai pas cette prétention, parce que j'ai pas les études et les connaissances pour, mais ouais, c'est extraordinaire. Et ça c'est hyper satisfaisant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur quelqu'un qui n'affectionne pas du tout, qui veut un tatouage et qui au moment de commencer a tellement mal dit non, mais ça m'est arrivé une fois. Alors pour le coup, c'est une anecdote dont je suis pas très fière, mais qui me fait beaucoup rire. Je tatoue tous les jours, du coup, depuis 9 ans. Ça fait mal, oui. Tout le monde gère. Tiens, encaisse. S'il y a besoin, je suis là. S'il y a besoin de faire des pauses, on les fait. S'il y a besoin d'arrêter, de reprendre une séance après, on le fait. Là-dessus, j'ai jamais eu de gros problèmes. Mais j'ai un client qui, une fois, je le tatoue, il m'avait demandé 3 petites lettres dans le dos. Quelque chose qui fait maximum 5 cm. Et je fais la première lettre. Et là, il commence à taper dans le siège, à me hurler dessus, à me dire c'est pas possible, on arrête tout, lâche-moi. Vraiment, l'enfer. Donc je lui dis écoute, viens, on va s'arrêter, on va faire une pause. Donc on sort tous les deux, on fait une pause, et je lui dis mais écoute, non, je vais tout péter, faut que je tape dans un truc. Qui me dit, je regarde, je dis déjà tu vas taper sur rien du tout, parce qu'en fait tu vas devoir apprendre à gérer. Et ensuite je peux comprendre qu'on gère tous la douleur de façon différente. Là le problème c'est pas la gestion de la douleur, c'est la gestion de la colère. On n'est pas du tout sur le même sujet. Et la séance s'est terminée. Je l'ai motivé, on est reparti à 2, on a réussi à terminer la séance, mais qui a duré réellement 20 minutes, à tout casser. Je pense qu'une prise de sang fait plus mal, mais bon, après soit. Et le client, ça s'est terminé avec moi en coach derrière, en disant vas-y, tiens, bon, 5 minutes, la ligne elle est presque finie, vas-y, on est bon, c'est bon, là, ouais, ok, respire, suivant. Et c'était tout le long de la séance, vraiment un coaching. J'avais l'impression de pousser un marathon, quoi. T'es coach tatou maintenant aussi. Mais après, je tatoue aussi des gens sur 2-3 jours maintenant. En convention. En convention, ouais. Et c'est un vrai effort, c'est un vrai combat contre eux-mêmes et tout ça. Et là, pour le coup, il y a un vrai travail de soutien. Et là, ça c'est extraordinaire à vivre aussi, parce qu'il y a un vrai moment de ok, je vais faire ça, ça va être dur, ça dure 10 minutes, est-ce que t'es ok? Ouais, c'est bon, vas-y, on y va. Ok, on y va. Et là, il y a tout ça, les 10 minutes se passent. Ok, maintenant, ça va se calmer un petit peu, parce que je vais partir sur ça. C'est un peu plus facile à gérer. Ok, vas-y, c'est bon. Il y a tout un travail. En convention, c'est toujours des grandes pièces que tu présentes. C'est un concours. Qu'est-ce que c'est exactement une convention de tatoueur? Alors, une convention de tatoueurs, c'est un regroupement de tatoueurs à la base qui permet de montrer notre travail, de se faire découvrir à une plus vaste clientèle dans des villes qui sont pas forcément les nôtres. Donc, on peut le faire chez nous, mais ça nous permet aussi de nous déplacer sur d'autres villes et d'être quasiment sûr d'avoir du travail, parce que l'avantage d'être en convention, c'est qu'on sait qu'il va y avoir, une influence minimum. Donc, par exemple, entre 2000 et des fois 12 000 personnes qui vont venir. Donc, on est garanti, normalement, d'avoir du travail sur place. Donc, souvent, les tatoueurs présentent des flashs et tatouent sur place. Donc, ça permet de travailler, ça permet de se faire connaître et ça permet de rencontrer aussi d'autres tatoueurs. C'est aussi un moment d'échange avec d'autres tatoueurs, d'autres collègues et de découvrir, d'autres professions. Et donc, par la suite, d'avoir des spots qu'on appelle des spots guests où on pourra aller travailler. C'est pour les tatoueurs itinérants principalement. Et donc, à la base, ça, c'est les conventions. Les conventions aujourd'hui organisent des concours, donc où on a la possibilité d'exposer notre travail. Et de plus en plus en convention, moi j'ai commencé à avoir des gens qui m'ont demandé de réserver des créneaux. Et donc ce qui me permettait de ne pas avoir à présenter le flash. Donc en fait du coup j'avais directement quelqu'un qui réservait un créneau. Et puis ensuite en le faisant petit à petit, moi ce que j'ai adoré en convention c'est le défi. C'est le concours. Donc déjà de présenter ma pièce au concours, mais le défi en lui-même déjà de faire une pièce très conséquente en un temps relativement court. T'es obligé de faire cette pièce pendant la convention. Si je veux pas la présenter et la faire avant.
Alors, il y a des concours qui laissent la possibilité de faire d'avoir des pièces qu'on appelle cicatrisées. Donc, elles doivent être entièrement finies, du coup. Ouais. Mais moi, c'est pas la partie qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le challenge des 2 ou 3 jours avec le client contre moi-même. Ouais, il y a un côté fatigue que tu dois C'est ça, parce qu'on a plus de 10 heures de tatou par jour, sur 2 ou 3 jours d'affilée en fonction des conventions. Il y a des gens qui passent, qui regardent, faut pas bugger, faut pas bégayer, faut pas rien. Faut accepter le regard des autres. Faut accepter le regard des autres, faut accepter le stress. T'es pas dans ton univers. C'est ça. Ça, c'est ce que j'aime parce que ça me pousse. J'apprends beaucoup plus en un week-end de convention qu'en 6 mois de travail à la boutique. Grâce aux échanges avec les autres tatoueurs et grâce au fait qu'à un moment donné, tu as une problématique. Alors, par exemple, c'est un peu technique, mais tu as une problématique sur mince, mon ombrage là, il rend pas comme je voulais qu'il rende. Comment je peux faire pour qu'il rende bien? En boutique, je vais réfléchir, je vais dire à mon client, écoute, on se revoit dans 2 semaines. Enfin, on a la suite. Surtout quand c'est des grands projets en boutique, on se revoit plusieurs fois. Donc, je peux dire, moi, je le ferai plus tard, on décale. Et ça nous permet d'avoir le temps de réfléchir. En convention, j'ai pas le temps. En convention, je dois trouver une solution dans les 10 à 15 minutes, à la limite dans les 6 heures. Mais des fois, je vais laisser un truc de côté pour travailler 3-4 heures après. Mais même pour mon client, si j'ai déjà commencé quelque part, que je repars ailleurs et que je reviens ensuite dessus, c'est une souffrance. Donc, la solution, faut la trouver. Et ça, c'est génial parce que ça nous pousse dans des retranchements qu'on n'aurait peut-être pas osé. Donc ça, je vais me dire, faut que j'accélère ma machine. Faut que je mette ma main comme ça. Mais en fait, non, il faut que je fasse plutôt comme ça. Il y a la douleur du bras. On va réfléchir à des solutions instantanées qui ont, un intérêt éternel. Enfin, j'ai envie de dire qui ont un impact plutôt qui lui n'est pas du tout instantané. Et donc ça, c'est extraordinaire parce que ça pousse dans des retranchements qui sont magiques. Et toi, quand tu es en convention comme ça, tout le monde doit participer au concours ou alors tu peux y être et pas faire de... Alors, il y a aucune obligation de participer au concours. Comme je dis, il y a plusieurs types de tatoueurs aussi. Et en convention, il y a plusieurs types de tatoueurs. Il y a ceux qui présentent vraiment des flashs. Il y a ceux qui présentent des grosses pièces. C'est une question à la fois de volonté, de clientèle, de vision. Après, de reconnaissance aussi. Peut-être que quand on n'est pas connu, les flashs, ça peut être intéressant pour être connu. Exactement. Dans ton cas, je pense que tu as déjà une belle visibilité. Qui me permet d'avoir cette clientèle-là. Les gens viennent peut-être allez, admettons, tu vas être... la prochaine convention que tu fais, c'est... Namur. Donc peut-être que les gens de Namur ou de plus loin vont profiter que tu sois dans la région pour bloquer cette date. Exactement. Mais aujourd'hui, on réserve plus les conventions avec moi, aujourd'hui, on me réserve les conventions en avance avant même que qu'on les réserve en boutique. Tu vas loin pour ces conventions? Alors, on a fait Besançon, on a fait Épinal, on fait Lyon, on va faire Nantes. On a fait Barcelone l'année dernière. On a fait quelques conventions un peu loin, Liège, Namur, donc qui sont un petit peu plus près pour nous. Je crois que là, j'ai fait le tour vraiment les plus lointaines. Si on avait fait à l'époque, on a fait, comment elle s'appelait? Hasselt. Donc voilà, on a fait quelques conves un peu plus loin, Et tu fais pas des événements privés aussi? Parce que le tatouage, c'est quelque chose qui devient quand même tendance, qui l'est depuis quelques années. J'ai cru entendre qu'il y a des soirées parfois où on propose un bar à tatouage. Le monde du tatouage, il change énormément aujourd'hui. Les conventions ne sont plus ce qu'elles étaient. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans un monde du tatouage encore au milieu entre à l'ancienne et le moderne. Faut savoir qu'à la base, je repars un petit peu dans l'histoire, mais parce que ça a du sens. À la base, le monde du tatouage, c'est quand même un milieu qui était assez underground, qui était assez décalé du système, malgré le fait qu'il fonctionnait avec et dedans, mais pas de diplôme particulier, pas d'études particulières. Enfin voilà, c'est des métiers qui étaient assez décalés. Et les gens qui étaient des tatoueurs n'étaient pas particulièrement des artistes, n'étaient pas particulièrement dessinateurs, n'étaient pas forcément affiliés à ça. En 20 ans, surtout 15 ans, les 15 dernières années, beaucoup d'étudiants du monde des arts, et même pas que d'étudiants d'ailleurs, de gens qui pratiquent les arts graphiques, se sont sentis concernés par le monde du tatouage parce qu'ils y ont vu une opportunité professionnelle, mais aussi parce qu'ils y ont vu un moyen d'exprimer ce qu'ils faisaient et de trouver un médium qui pour le coup était rémunéré, accessible et en plus en plein essor. Donc c'était l'Eldorado à cette époque-là. Moi je suis arrivée un peu dans cette époque-là. Maintenant, moi, comme je dis, c'était pas ma volonté d'être tatoueuse. J'ai pas cherché à ça particulièrement. C'est venu à toi. Voilà. Mais du coup, énormément de cette vague, il y a une énorme vague qui est tombée de tatoueurs qui étaient des graphistes, des illustrateurs, n'importe, qui étaient des gens qui pratiquaient le monde de l'art avant. Ils sont arrivés avec une autre culture.
Ils sont arrivés avec d'autres capacités. Et là, il y a eu un boom esthétique sur la qualité du tatouage. Alors, ça se voit, hein, on regarde des revues d'il y a 15 ans, on regarde des revues actuelles du tatouage, mais entre guillemets, l'IA est passée par là, mais pas que. Quoi. On est passé en 4D, voire 5D. Le matériel aussi. Le matériel a évolué parce que du coup, vu qu'il y en avait de plus en plus, les fournisseurs se sont dit, il est grand temps de produire. Donc, en fait, ça a généré un marché complet. Et autour de ce marché-là, beaucoup de tatoueurs. Beaucoup de professions. Aujourd'hui, à Tournai, on est combien? On est beaucoup. Je crois qu'on est plus d'une quarantaine. Après, il y a les tatoueurs qui travaillent chez eux, il y a les tatoueurs qui travaillent en boutique, les tatoueurs qui travaillent en boutique privée. Enfin voilà, il y a plein de différentes aujourd'hui façons de tatouer et d'être tatoueur. Et les conventions, du coup, se sont un peu essoufflées. Elles ont un peu perdu. Alors, elles ont pris pendant tout un temps une grosse dynamique. Il y a beaucoup de monde, beaucoup d'affluence. Et depuis, je dirais, alors ça me paraît, c'est mon analyse, j'ai pas les chiffres exacts ni rien, mais depuis, je dirais 3-4 ans, il y a une désaffluence. Pourquoi? Parce que la convention, elle est payante. Donc déjà, pour faire un week-end de convention, il faut payer son entrée. Ensuite, là-bas, il faut payer ses consos. Puis ensuite, là-bas, il faut payer ses tatous. Alors, pour un couple, on est déjà à 200 balles. Hein. Alors, 200 balles le week-end, ça peut vite. Enfin, pour le même prix, je m'en vais à Berlin. Ouais. Donc, ça fait réfléchir différemment. Du coup, il y a une autre vague qui est arrivée, vu qu'il y a de plus en plus de tatoueurs, il y a aussi de plus en plus d'idées. Et donc, ce qui est flash day, événements privés, a commencé à émerger. Et donc là, aujourd'hui, on a de plus en plus de petites flash days où on a 50 tatoueurs au lieu des 300 en convention. Il n'y a pas d'entrée payante. Ouais. Les tatoueurs, du coup, peuvent se permettre de baisser un peu les prix des flashs. Et du coup, en fait, on se retrouve avec une concurrence beaucoup plus conséquente, mais pour le client, beaucoup plus de choix à beaucoup moins cher. Ouais. Donc, ça intéresse moins les clients d'aller en convention que d'aller en flash day. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que des conventions, on est passé de 5 conventions en France à peut-être 300. Donc pareil, à un moment donné, faire une convention tous les week-ends, on a fait le tour. Donc, je pense que tout ça cumulé fait que le monde du tatouage et de la convention est en train d'évoluer et que du coup, il y a de plus en plus de petits événements qui émergent. Moi, j'en faisais pas du tout avant. Ça existait quand même il y a quelques années, mais on n'en faisait pas du tout. De plus en plus, je suis invitée à plein de petits événements. Je participe à plusieurs d'entre eux. C'est pas facile au niveau éthique. Ouais. Ça pose des questions éthiques. Or, hygiène et salubrité, parce que hygiène et salubrité, aujourd'hui, les tatoueurs, de manière générale, je les trouve assez consciencieux. Et on est quand même assez informés. Et aujourd'hui, les médias, les réseaux ont quand même fait leur boulot. On est face à des gens qui sont relativement informés. Donc, je pense que à ce niveau-là, ça va encore. Alors, je parle pas de tatouer au milieu de la boîte de nuit tout ouvert. Ouais. Mais bon, aujourd'hui, par exemple, même tatouer dans une boîte de nuit, si le cercle du tatouage est complètement fermé et inaccessible, a priori, il y a plein de choses qui sont faisables. Mais c'est plutôt au niveau, dans quelle mesure c'est pas déloyal, hein, dans quelle mesure les gens qui viennent tatouer sont des gens qui sont tous déclarés. Il y a plein de questions comme ça qui se posent au niveau éthique et concurrence déloyale. Oui, c'est vrai que c'est un métier qui a explosé ces dernières années. Comment tu le vis justement, cette compétition entre guillemets? Est-ce que toi, pour savoir être vu, par exemple les réseaux sociaux, c'est quelque chose que tu es obligé d'avoir maintenant en tant que tatoueur? J'ai eu la chance de ne pas avoir été obligée d'en avoir pendant plus de 7 ans. Alors j'en avais, mais c'était vraiment pas mon... Ouais. Moi, je me rappelle de la première fois qu'on a eu un collègue tatoueur qui nous a dit « Instagram, il faut que vous alliez sur Instagram, machin. » Ça fait plein de clients et tout. On a fait Instagram. Et puis 1 an plus tard, on en reparle avec lui. Je dis « Mais j'ai jamais un client qui est venu me voir en me disant « Je suis venu parce que je t'ai vu sur Instagram. » Aujourd'hui, c'est 80% de ma clientèle. Enfin, peut-être pas 80 parce que moi, j'ai quand même encore une grosse clientèle de bouche à oreille, mais c'est quand même une majorité de ma clientèle aujourd'hui. Donc, comme quoi, ça, en peu de temps, ça a vraiment changé, ça a explosé. Aujourd'hui, oui, les réseaux, c'est une nécessité. Il y a 5 ans, je te disais, mais pas du tout, c'est du bouche à oreille, ça ne marche qu'au bouche à oreille. Le secret, c'est le bouche à oreille. Franchement, non. Le secret, c'est pas le bouche à oreille. Le secret, c'est c'est la visibilité de manière générale. Et aujourd'hui, la visibilité, elle est, en fait, quand on passe du bouche à oreille sur une ville comme Tournai à un monde infini avec les réseaux et potentiellement 5 millions, ou 5 milliards de personnes touchées, évidemment que Tu as des clients qui viennent de loin? Ah oui, quelques-uns. C'est pas la majorité de ma clientèle. J'ai eu des Allemands. J'ai eu une tatoueuse qui était allemande, qui est venue, qui a fait 8 heures de route, qui est venu d'Allemagne. J'ai eu un monsieur qui est venu de Bailleul, dans le sud de la France. J'ai eu des gens qui sont venus de Bretagne. Après, sinon, non. Après, de manière générale, sinon, ça va être 2-3 heures de route. Ça arrive facilement. Tu as des enfants? Oui, j'ai 2 petites filles. Les conventions comme ça, quand tu pars 2-3 jours, finalement, c'est un peu une vie d'artiste. T'es sur la route. C'est pas toujours évident de concilier ces moments-là. Et puis, comme tu dis, tu tatoues parfois 10 heures d'affilée. T'as un horaire
Au quotidien, c'est un horaire comment en tant que tatoueur? Alors, le quotidien boutique-travail, il est pas du tout le même que le quotidien convention. Le quotidien boutique-travail, c'est un quotidien où je travaille de 10h à 17h grand max. Par contre, c'est vrai que je mange pas souvent le midi parce que je fais souvent du non-stop. Sauf quand mes clients ont besoin d'une pause, et dans ce cas, on fait une petite pause. Enfin, on fait autant de pauses qu'ils veulent pendant la séance, mais à midi, s'ils ont besoin d'une pause déj, on fait une pause déj. Sinon, voilà, ça c'est mon quotidien. Donc, ça va, c'est un horaire qui est quand même vraiment assez cool, plutôt très chouette, en sachant que mes filles sont à l'école à 2 minutes à pied, en sachant que voilà, j'habite au-dessus. Enfin voilà, il y a un confort de vie quand même que je ne peux pas nier et qui était un choix et qui est ce pourquoi je me suis réfléchi. Oui, c'est ça, il a été vraiment réfléchi. Et tout comme mes séances et ma façon de travailler aujourd'hui, elle est réfléchie aussi bien pour mon confort que pour ceux de mes clients. Je travaille quasiment que sur des séances d'une journée où je n'ai quasiment que un client par jour. Donc c'est ultra confortable en termes d'énergie, en termes d'échange avec le client, en termes de temps qui est pris, quoi. Donc ça, vraiment là-dessus, j'ai un rythme qui est pas trop à plaindre. Après, on est indépendant. Les joies d'être indépendant, c'est le stress de j'ai pas de rendez-vous, j'ai pas d'argent. C'est le stress de ce mois-ci, il faut que je travaille pour rentabiliser l'entreprise, les lieux et le matériel, et puis tout le reste. Donc il y a une pression un petit peu là-dessus que je me suis mise en plus un peu fort parce que je pense que je suis un peu comme ça aussi en termes de caractère, mais qui fait que oui, du coup, je m'impose un rythme quand même de travail assez intense sur les semaines. Je cumule beaucoup de jours. Je vais très facilement faire du 6, 7 jours sur 7. Ça va pas, sur le coup, j'ai pas l'impression que ça me pose de problème. C'est parce que tu vis un peu ta passion, que du coup, tu ne le vois pas? Ouais, il y a la passion, il y a un peu de stress. Il y a un peu de stress de, là, j'ai des rendez-vous sur tant de temps, j'ai été malade, j'ai dû annuler 3 rendez-vous, je les mets quand? Du coup, au niveau de l'agenda, c'est compliqué. Ouais, je les mets sur mes jours fériés, je les mets sur, voilà. Donc ça m'a mis beaucoup de temps d'arriver à organiser ça. Aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui l'organise pour moi. Ça, c'est un vrai confort de vie parce que ça m'a permis de lâcher parce que j'étais incapable de le faire. Incapable de prendre des vacances, je les prenais, mais du coup, entre deux parce que... Les gens sont fort demandeurs au moment où ils réservent. Au moment où ils réservent, ça dépend des périodes. Je suis passée il y a un an et demi, 2 ans, j'étais à plus d'1 an de rendez-vous. Enfin, il y a quelques années, je dirais maintenant. Moi, j'avais 1 an. Ouais, c'est ça. J'étais à 1 an. Je suis restée pendant longtemps. Je suis restée pendant 5 ans, je crois, à plus d'1 an de rendez-vous. Après, j'ai arrêté complètement de prendre des rendez-vous pendant 6 mois. J'ai bloqué complètement mon agenda, mais parce que j'étais dans une période de panique. Je ne savais plus regarder mon téléphone, je ne savais plus répondre aux messages de mes clients parce que j'avais des demandes. Et c'était devenu une charge mentale trop conséquente. Après, j'ai eu mes 2 bébés dans le même temps. Donc, je pense que le fait d'avoir les 2 enfants, plus les messages des clients tous les soirs, c'était trop. C'était trop pour moi, je savais plus le gérer, je savais plus où me mettre. Donc là, on a pris quelqu'un. Et alors là, c'est lui qui gère. Donc, on a d'abord fermé l'agenda pendant 6 mois pour réguler ça. Et ensuite, on est surtout parti sur une meilleure sélection de mes clients. Donc, en fait, on a commencé à dire, c'est quoi que je veux? Et puis, c'est quoi que mes clients veulent? Et donc, du coup, c'est quoi qu'on vend? Là, j'ai complètement changé ma façon de travailler. Je suis partie, du coup, comme je dis, sur des séances d'une journée ou de demi-journée avec une tarification un peu plus élevée aussi, qui nous a permis de faire un gros tri. Quand je dis ça, c'est pas que je voulais pas des autres, c'est qu'à un moment donné, je pouvais pas. C'est la reconnaissance qui permet ça aussi, peut-être? Je pense. Ouais. J'espère. J'espère que c'est pas juste la chance et qu'elle va pas me lâcher. Si c'est la reconnaissance, avec un peu de chance, elle peut rester. Je voulais revenir un petit peu sur toi maintenant, toi aujourd'hui. Donc tu es à Tournai, tu es au boulevard Léopold, pour être précis. Et donc avant, on va dire, c'était Tailor Shop. C'est ça. Aujourd'hui, tu lances un nouveau concept. Oui. T'es solo à la marque? Je suis pas complètement solo. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce projet? Je suis incapable de travailler solo. J'ai besoin de gens. J'ai besoin qu'on me dise non. J'ai besoin qu'on me dise oui. J'ai besoin qu'on me dise qu'on n'est pas d'accord. J'ai besoin d'interaction. Moi, je sais pas faire ça toute seule. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je travaille pas toute seule. Donc non. Là, je réouvre une boutique avec donc Elliot, qui est Monsieur Colo sur les réseaux, qui lui est dans tout ce qui est organisationnel et gestion vraiment plus au niveau de l'entreprise, les clients et toutes ces choses-là. Et même justement, quand tu parlais de la route tout à l'heure, des événements, des déplacements. Il gère tout ça. Ouais, il gère la réservation des hôtels, des trains, les déplacements complets, préparer les bagages, enfin pas de nos bagages personnels, mais les bagages liés au tatouage, enfin bref, tout ça. Et Léa, qui était une ancienne apprentie du Tailor Shop, qui du coup a envie de continuer l'aventure avec nous. Et donc du coup, nous on était partis pour réouvrir l'entreprise. Elle a proposé de s'intégrer au projet, et alors volontiers. Et du coup, on travaille tous les 3 sur une nouvelle boutique autour du tatouage. Toujours au même endroit. Alors, on est toujours au même endroit. On va refaire, là, on attaque la semaine de travaux pour refaire complètement les lieux. Mais là, on part un peu sur, on est 3. On a un peu nos 3 piliers. Et c'est un peu le concept. C'est, on a tous les 2 3 ambitions un peu autour de ce qu'on fait. Déjà, on voulait travailler avec d'autres gens
que des gens du tatouage. L'idée, c'est d'avoir un espace ouvert où on peut accueillir aussi d'autres indépendants. Donc déjà, pour commencer, on va travailler avec une nail artiste qui va venir travailler donc à temps plein à la boutique aussi. Et puis, si jamais il y en a d'autres intéressés qui ont un concept qui nous plaît et qui ont envie juste de partager des journées de travail avec d'autres gens, la porte est ouverte dans la mesure du possible. Et tu peux dire le nom de ce nouveau concept? Ce sera Orbe Noire. Orbe Noire. Et ça vient d'où? Ça vient du fait que c'est orbe, donc c'est l'idée de ce rond noir, mais qui s'illumine de par la lumière qui vient derrière, qui s'illumine de par le fait qu'on ne le voit pas un peu, mais qui s'explique aussi, là en l'occurrence noir par ce noir. Moi, je travaille autour du noir, et c'est le noir sur le blanc qui fait que l'on voit à la fois le noir et le blanc. Donc c'est vraiment ce jeu-là de quelque chose à la fois d'organique et à la fois de très sombre. De matière aussi. De matière, voilà. On y retourne. Voilà, c'est ça. Et puis d'un peu astral. Il y avait quelque chose d'un petit peu, on monte un peu. C'est quelque chose qui t'inspire, ça? Oui. 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 C'est cool. Donc les travaux ici, pour la semaine qui vient. Là, on va refaire un peu tout. On refait le sol, on refait les murs, on refait les cloisons. L'idée, c'est comme je disais, l'idée, c'est d'avoir un peu ces 3 piliers, parce qu'en fait, la nouvelle boutique, on veut la centrer autour d'un côté de la musique et le monde d'Eliott, plutôt techno et électro. Donc, on veut pouvoir aider des jeunes à faire de la musique, mais aussi nous faire organiser de temps en temps des petits événements privés où on peut faire des after-work et des événements où on peut venir boire son coup et écouter de la musique et passer un chouette moment et découvrir des nouveaux artistes. Ça, c'est pour la partie musique. Après, il y a la partie donc tatouage central évidemment. Et justement, sur la partie musique, on voudrait vitrer une partie de la boutique pour pouvoir avoir de la musique tout en tatouant et pour pouvoir commencer à travailler sur de la performance autour du tatouage et de la musique. Tu veux un peu rechanger ta manière de travailler et être plus dans le moment présent? Je voudrais ramener les conventions à la maison. Voilà, c'est ça. En fait, je voudrais ramener ce que je vis en convention dans mon quotidien. Ce que je vis en convention, ça a quelque chose de magique. Alors après, c'est magique parce que c'est exceptionnel. Donc déjà, ça, j'en ai conscience. En le ramenant, je prends le risque de lui faire perdre un peu de cette exception. Mais je veux pas le faire tous les jours. Mais par contre, je veux ramener cette idée de performance, cette idée de combat du client avec lui-même et de combat de moi avec moi-même, de qu'est-ce qu'on en fait ensemble, de comment on arrive à faire un truc au milieu dans lequel on se retrouve tous les deux et dans lequel on se bat aussi tous les deux contre chacun ses propres démons. Et ce qui est génial dans les grosses séances de tatouage ou dans les expérimentations de ce genre, c'est qu'il y a un vrai combat qu'on vit ensemble, mais qui est extrêmement individuel et personnel. Il y a quelque chose moi, c'est ce que je trouve magique. Moi, je reste admirative de ça. C'est-à-dire que dans l'échange, quand je fais des séances de ce genre, il y a vraiment quelque chose de, ok, toi, t'es en train de lutter contre ta douleur. Moi, je suis en train de lutter contre le fait que je vais y arriver, que j'ai confiance en moi, n'importe. Je vais lutter contre mes propres démons. Et on a chacun nos démons qui apparaissent comme ça, mais à la fois qui sont pas vraiment visibles à l'autre, mais en même temps, de par ce qu'on va dire et de par ce qu'on va dégager, ça peut être très brutal pour l'autre. Il y a un vrai échange. J'ai vécu un moment avec un de mes clients, qui est tous mes amis, tous mes clients, pardon, voilà, le lapsus est là. Tous mes clients que je tatoue vraiment comme ça, avec ces expériences-là, deviennent des amis. T'as créé un pour lien. ainsi dire. Ouais, le lien, il est particulier. Et ce client-là, on est en convention, on est le 3e jour. Il lutte. Il est vraiment en train de lutter. Et en fait, je me suis rendu compte que quand mes clients luttent, je lutte. Parce que c'est dur. T'absorbes leur Parce que c'est hyper dur de faire mal à quelqu'un volontairement en lui disant, mais je te jure, ça va être bien la fin. T'as intérêt d'être sûr de toi. T'as intérêt d'être sûr qu'à la fin, ce sera bien. Et puis, et de lui dire, non, mais tiens bon encore. Alors que toi, tu sais pas si t'aurais tenu comme lui, il a tenu. Tout ce combat-là était compliqué. Et à un moment donné, je sens que je vais vraiment pas bien. Et on parle, et il me dit, vas-y, arrête d'être désagréable. Puis je m'arrête, et je me dis, putain, on fait une pause, viens, on est partis à 2, on a discuté, et il me dit, je suis désolée. Et je dis, mais moi aussi. Et en fait, on était tous les 2 désagréables, parce qu'il y avait un vrai moment de haine pure. C'était juste de la colère de l'un et de l'autre qui était en train de sortir. Pour plein de raisons. Moi, ma colère, elle était qu'il arrêtait pas de bouger et que le fait que je sentais qu'il souffrait faisait que je mettais plus de temps à avancer. Donc, j'avançais pas. Et donc, du fait que j'avançais pas, je lui faisais mal encore plus longtemps. Donc là, le truc, un peu, voilà. Et lui, le fait qu'il voyait que je galérais et donc que j'avançais pas faisait qu'il gigotait. Et le fait que je souffle un peu parce qu'il gigote le met en colère parce qu'il a l'impression qu'il peut pas s'exprimer. Mais c'est extraordinaire, ce moment. C'est une relation, de couple. C'est ça, quoi. On vit vraiment ça à 100%. En fait, je me demandais, est-ce que tu es sportive? Parce que quand tu me parles de ces relations, j'ai un peu l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui fait un marathon et qui lutte au bout, là, sur les derniers kilomètres. C'est ce que je décris. Qui n'en peut plus, mais au final, quand on arrive au bout, c'est l'expérience de ce qu'on a vécu qui est incroyable. Ça. Mais pareil, alors un petit peu sportive, mais plus trop en ce moment. Mais je l'ai été, mais c'est exactement comme ça que je le décris. Ces expériences-là, c'est un marathon.
Je le dis à mes clients, mais vous allez vivre un marathon. Vous allez devoir vous battre, moi aussi. Et en fait, et encore, le marathon, c'est eux qui le vivent. Enfin, pour moi, plus que moi, parce que, enfin, moi, je le vois vraiment comme, moi, je suis là pour les accompagner et qu'à la fin, ils soient fiers. Moi, c'est moi, c'est mon but, il est là. Et c'est un vrai marathon. Ouais, c'est dans la recherche un peu d'adrénaline, hein, d'aller au-dessus de tes capacités. Peut-être qu'il y a un peu de ça. Ouais, il y a peut-être un peu d'adrénaline. Il y a un besoin aussi, peut-être, de reconnaissance. Je pense qu'il y a un vrai besoin de faire plaisir et de savoir que ça, d'arriver. Je pense qu'il y a une vraie fierté dans ce que je fais, d'arriver à être juste et à trouver ce qui va faire plaisir ce qui va rendre mon client ou ma cliente heureuse. Ça, je pense qu'il y a, moi, là-dessus, peut-être trop d'ego, mais c'est là-dessus vraiment que je prends du plaisir. Si tu avais en face de toi quelqu'un, on va dire, une toile vierge. Ouais. Et qu'elle te dit, OK, c'était libre. Quel serait ton rêve de pouvoir réaliser? Est-ce que tu as déjà pensé? On me l'a déjà proposé. C'est très compliqué. Je sais pas le faire. Parce que faire du libre, je saurais pas le faire sur quelqu'un d'autre. J'ai besoin de l'autre. Tu as besoin de comprendre l'autre pour le faire. Ouais. T'as une part un peu quand même comme tu dis, de vouloir satisfaire l'autre. Oui. J'ai besoin de l'autre parce que sinon je le fais pas sur l'autre. Sinon je le fais sur un mur ou je le fais sur, moi, ou je le fais sur un mannequin en plastique. Mais si c'est juste pour la beauté du truc, alors j'ai pas besoin de l'autre. Alors je suis pas tatoueuse. T'es dessinatrice. Ouais. Ou n'importe, illustratrice, fresquiste, ce qu'on veut. Mais je suis pas dans le tatouage. D'accord. Si on est dans le tatouage, pour moi, alors c'est ma vision du tatouage, hein, mais pour moi, on est obligé à la base de retourner à un cahier des charges. Même si ce cahier des charges, il est fais ce que tu veux de moi. Eh ben là, je vais avoir besoin de le comprendre, je vais avoir besoin de faire quelque chose pour lui. Est-ce qu'il y a déjà un tatouage ou une personne qui t'a ému et que tu te dis, ouais, celui-là, je m'en souviens? Alors déjà, il y en a plus d'un. Ouais. Je suis en train de travailler sur l'édition d'un livre photo autour de à peu près une vingtaine de personnes que j'ai vues ces 10 dernières années. C'est génial comme projet. Ce que je voudrais, c'est les photographier, mais ne pas photographier juste, voilà, sur mon Instagram, on peut voir les tatouages. Ouais. On voit un bout de bras, un bout de dos, un bout de jambe. On connaît pas l'histoire derrière. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est de plus avoir le tatouage, mais d'avoir le tatoué qui porte le tatouage. C'est-à-dire, je ne veux pas des photos de tatouage, je veux des photos de tatoués. Et je veux garder ces tatoués-là, parce que j'ai un vécu avec chacun d'entre eux. Et je veux un livre photo où on a déjà une photo d'eux, un vrai portrait. Et en dessous, je veux me rappeler de ce moment-là. Alors, est-ce que c'est un projet pour toi? À la base, c'est quelque chose que tu à la base, c'est un projet pour moi, parce que c'est un projet, je me suis dit, je veux dans le souvenir. Dans 20 ans, dans 30 ans ou dans 50 ans, je veux pas les oublier. J'aurais trop peur de les oublier. Et je veux pouvoir relire, revoir et me dire, mais c'est vrai, on a parlé de ça. Oh, puis il s'est passé ça. Oh, puis ce moment-là. Un peu comme un accouchement. Ouais. Tu revivrais. Exactement. Et donc ça, déjà, il y a ça. Après, il y en a quelques-uns, évidemment, qui m'ont marqué pour plein de raisons. Que ce soit des histoires, des bouts de vie. Enfin, ça, on pourrait faire un épisode complet. Est-ce qu'il y en a un que tu pourrais nous décrire? Moi, il y en a un, c'est Greg. Greg, c'est grâce à lui que c'est grâce à Greg que je suis qui je suis aujourd'hui. C'est un client qui est venu à la base parce qu'il voulait un bras réaliste sur un thème, donc on a fait tout son bras. Le feeling, déjà, il a été extraordinaire. Il y a une relation d'amitié qui a été très rapide. Et en fait, très rapidement, il a regardé ce que je faisais en dehors, hors tatou. Enfin, à l'époque, j'étais en train de me chercher. Je me cherchais justement, on parlait de style, avec d'identité. Je me cherchais un petit peu. Et un jour, il m'a dit, mais, tiens, il me dit, je voudrais faire mon chest. Et puis moi, en rigolant, regarde, j'ai dessiné ça. C'est pour ça que je fais très peu de flash. Pour les mêmes raisons. Je préfère faire pour les gens plutôt que faire, pour du dessin. Pour du vide, voilà. Ça ne te correspond pas. C'est pas moi, j'ai pas besoin de ça. Et donc là, je lui avais montré ça. Et puis, il me regarde et il me dit, mais je veux que tu me fasses ça. Mais je dis, mais, c'est énorme, t'es fou. Je savais pas faire si grand à l'époque. Elle me dit si, on va le faire, puis on va le faire en convention. Et c'est lui qui m'a laissé le tatouer pour la première fois 2 ou 3 jours d'affilée, je me rappelle plus. C'était à la convention de Lille, ça je me rappelle. Et donc j'ai fait tout son chest. Donc le chest c'est le cou jusqu'au bas du ventre quand même. Je l'ai tatoué et là ça a été une découverte extraordinaire. Déjà avec un client extraordinaire, mais aussi c'est là que j'ai découvert l'adrénaline, c'est là que j'ai découvert la capacité, le fait de se dire mais j'ai fait un truc énorme, le fait de se dire je l'ai fait, enfin tout ça est arrivé avec lui. Et puis ça a été mon premier client encore complet. Donc lui je lui ai rempli depuis le corps, on a à peine fini mais on est vraiment en train de le finir. Et c'est une personne qui me soutient à tous les événements que je fais, qui a été présent, quand c'est quelqu'un qui m'a demandé ensuite de faire son dos, de faire ses jambes, et à chaque fois c'était je te fais confiance, fais. Oui mais tu veux quoi? Mais je veux ça. OK. Et après en fait le fait d'avoir juste une direction me permettait d'aller chercher et d'aller grappiller et d'aller faire quelque chose
chose et construire quelque chose. Il t'a mis dans l'inconfort, en fait. Il m'a mis dans l'inconfort, mais il m'a surtout donné une confiance. Parce qu'en fait, un tatoueur sans confiance, il est pas grand-chose, hein. On a besoin de la confiance des gens, déjà, sinon ils viennent pas nous voir. Mais aussi, quand on est en train de tatouer. Et lui, dans les moments de doute, alors que je suis en train de le tatouer, lui, hein, il a été capable de me dire, non, mais tu vas le faire. Puis tu vas bien le faire. C'est un coach. Il a été une révélation et encore aujourd'hui, c'est quelqu'un qui me pousse encore dans mes retranchements. Et il n'était pas du milieu. Pas du tout. Il a eu confiance en toi sans te connaître. À 100%. Ouais. Et même par la suite, quand on avait déjà très bien avancé, c'est grâce à lui que je fais du freehand aujourd'hui. Parce que c'est le premier à dire, vas-y, tu fais ma jambe, je veux que tu le fasses, je peux y aller au freehand. Vas-y, fais au freehand. Ouais, mais tu sais, j'ai des doutes. Ah non, t'as pas de doute, t'y vas. Enfin, vraiment même pas un professeur, un ami qui m'a accompagné dans ma profession. Et ça, éternellement reconnaissante envers lui. Ouais. Et encore aujourd'hui, il le sait, je lui ai dit, mais c'est quelqu'un pour ça extraordinaire et irremplaçable. Est-ce qu'il y a des projets qui t'ont ému parce que la personne t'a dit voilà, je l'ai fait pour telle raison et toi ça te touche? Ouais, beaucoup. Ce genre de choses, ça t'arrive souvent? Oui. Il y en a plein, sous plein de formes, que ce soit décès, que ce soit familial, histoire d'amour, maladie, post-maladie, donc reconstruction. Tu en as déjà fait aussi? J'en ai déjà fait. C'est très compliqué. C'est des tatouages qui sont compliqués. Et puis pareil, même là-dedans, il y a plein de types de gens. Il y a des personnes qui vont arriver avec je veux passer à autre chose. Il y a des gens qui vont arriver avec je veux plus le voir. C'est déjà pas du tout la même démarche, hein. Celui qui dit je veux passer à autre chose, on s'en fiche. On s'en fiche de si on voit la cicatrice, si on voit des traces, s'il y a quelque chose qui reste. On est vraiment dans je vis pleinement. À l'inverse, quelqu'un qui veut vraiment cacher, c'est compliqué. Parce qu'en fait, cacher quelque chose qui est là, déjà, on est dans pour moi quelque chose d'impossible. Ce serait comme dire ne pense pas à un éléphant rose. Évidemment que tu penses à un éléphant rose. Enfin voilà, il y a quelque chose de ça en fait. Et donc même la démarche en elle-même, elle est différente. Et ça, c'est compliqué à gérer. C'est compliqué de gérer le client. C'est compliqué de gérer sa souffrance quand on la connaît pas forcément. Donc ça, ouais, il y en a eu quelques-unes. Après, je m'en rappelle de quelques-unes parce que il y en a qui sont plus touchantes que d'autres, hein. Les décès familiaux sont très compliqués à gérer. Mais j'ai un monsieur par exemple qui est venu suite à un accident. En fait, il a failli perdre une partie de sa jambe. Il a eu un accident, il y a un camion qui a heurté sa voiture. Je sais pas exactement ce qui s'est passé. Il s'est retrouvé avec une barre en métal au travers de la jambe. Et il s'est battu pendant plus de 2 ans pour garder cette jambe, qui normalement aurait dû être amputée. Aujourd'hui, avec du recul, il le dit lui-même en disant j'aurais peut-être dû me faire amputer parce que ça m'aurait coûté moins d'opérations et moins de temps couché dans un lit, etc., etc. Puis les douleurs, c'est des douleurs impensables, hein, destruction d'une partie du muscle, de l'os, enfin tout ce qui va avec, c'est quand même très très compliqué. Et il arrive en me disant voilà, c'est bon, maintenant c'est passé, c'est fini. Donc en sachant qu'on est plus de 5 ans après, que entre temps il y a toute la reconstruction physique, mais aussi mentale, tout le mindset qui va avec et tout le qui arrive et qui me dit voilà, je veux ça pour représenter ça. Et là on est sur un vrai combat. Et là, on est sur des clients où, par exemple, on parle de gestion de la douleur. C'est même pas qu'ils savent la gérer, la douleur. C'est pas qu'ils ont moins mal ou quoi. C'est juste qu'ils acceptent et qu'ils sont dans un moment hyper thérapeutique pour eux, à eux. Et ça, c'est des moments extraordinaires, très touchants. Tu vois que la manière d'être du client est complètement différente, en fait. C'est pas dans le design, c'est Non, ouais, c'est vraiment juste une façon de se tenir, même de réagir au coup d'aiguille. Après, je le dis souvent en rigolant, mais en disant, moi, aujourd'hui, j'arrive à te dire en 10 minutes d'entretien si tu tiendras 3 jours de tatou ou pas. Ah ouais? Oui. J'ai une amie qui a fait son dos en convention comme ça pendant 2 jours et qui est tombée dans les pommes. Ça arrive souvent? Alors oui, ça ne m'est pas arrivé. Non? En convention en tout cas. Alors pour tomber dans les pommes, pour qu'elle tombe dans les pommes, il y a des signes quand même qu'il faut normalement capter, si possible, avant. L'objectif, c'est qu'il tombe pas dans les pommes. Elle est vraiment à la limite, hein, on a su. Voilà, c'est ça. Mais donc, normalement, on est censé intervenir un peu avant, parce que l'objectif, c'est justement pas qu'ils partent, comme on dit. Mais ça m'est jamais arrivé en convention. En boutique, ça m'est arrivé. Très souvent lié à la chaleur, quand il fait chaud. Les gens vont plus facilement faire des petits malaises, des petits malaises vagales. Et c'est très souvent lié à la pression qu'on se met à nous-mêmes et au stress. Donc en fait, une personne qui va se mettre beaucoup de pression, il y a un entre-deux qu'il faut attraper. Une personne qui n'a pas de pression, bon, c'est ok, tant mieux, mais elle va pas avoir beaucoup d'endorphines, elle va pas déclencher beaucoup d'hormones quand on va la tatouer, ce qui fait qu'elle va avoir assez vite, assez mal. Une personne qui se met un peu la pression, c'est très juste. On en a besoin. Cette pression, elle est normale. Enfin, c'est quand même humain et plutôt très bon signe de se dire que quand on va gratter avec une aiguille dans la peau, tu sois un peu stressé. Enfin, c'est plutôt un bon signe de survie et de fait que t'es quelqu'un de relativement sensé. Au-delà de ça, tu peux choisir consciemment de passer outre cette peur et de décider quand même de le faire. Mais ce qui est important, c'est de l'avoir un petit peu. Et après, quand tu l'as en excès, et donc quand t'es vraiment dans
dans un je suis hyper stressée, généralement ce qui se passe c'est quand on commence à tatouer, on se rend compte que ça va. Et alors là très souvent il y a une en fait, c'est une chute hormonale, c'est une chute. Le corps, il a envoyé du sang et de la pression partout, puis d'un coup, il dit ah ben non, mais tout va bien. Bon on lâche les chevaux. Et en gros, là, c'est le moment où ils nous disent tu fais on va s'allonger. Et au moment où ils te disent j'ai chaud, très généralement, c'est le moment où tu peux commencer faut leur parler, faut rester avec eux surtout. Faut maintenir un contact verbal et visuel. Et là, tu leur parles, tu leur dis ça va, comment tu te sens, c'est ok. Et puis, faut pas être dans le ça va. Surtout, le but c'est pas de le refaire stresser. Donc ça va, t'inquiète, ça arrive. Et alors très souvent, c'est des gens qui s'excusent, parce que très souvent ils sont gênés. Donc c'est pardon. Puis ils partent. Donc non, surtout tu t'excuses pas, tout va bien. Tu veux un bonbon, une sucette, un coca, n'importe. On allonge, on lève les jambes et dans les 3 minutes, c'est réglé. C'est reparti. Ouais. Est-ce qu'il est vrai que se faire tatouer pour la 2e ou 3e fois fait plus mal que la première fois? Alors, oui. Que le corps se souvient? Oui et non. Oui, c'est vrai que plus on se fait tatouer, plus ça fait mal. Non, sur 2 ou 3 fois, on ne verra pas la différence. Sur 2 ou 3 fois, c'est pas assez. Alors, à moins qu'on fasse du 2 ou 3 fois de séances de plus de 4 heures. Là, on peut commencer à parler, du fait que ton corps se rappelle. Des séances de tatouage, on va dire de 3 à 4 heures, 2 à 3 fois, il y aura, de 2 à 3 heures, 2 à 3 fois, il n'y aura pas une différence significative. Mais en effet, plus on se fait tatouer, plus ça fait mal. Moi, je donne souvent la métaphore par exemple, t'es chez toi, et on va dire t'as un placard de robots qui peuvent te protéger, d'accord? Tu vois où je veux en venir. T'as un gros placard avec plein de robots, t'as une disponibilité de je vais dire 10 robots, d'accord? Puis au milieu de la nuit, ça toque chez toi. Tu sais pas ce qui se passe. Tu prends tes 10 robots, puis tu les envoies à la porte. Ok. Et en fait, c'était en effet un agresseur, mais les 10 robots, ils ont géré l'agresseur en 33 minutes. Ok, pas de problème. Puis à la fin, l'agresseur, il part, tout va bien, tu ranges tes 10 robots. Puis le lendemain, ça retoque à ta porte. Bon, les 10 robots, ils ont géré l'agresseur. On va peut-être pas se fatiguer, on va en prendre que 8. Donc tu vas en prendre que 8. Ils vont gérer l'agresseur. Parce qu'on n'est pas sur une souffrance insoutenable. Donc ils vont la gérer. Et puis ensuite, tu vas les ranger, puis la fois d'après, ça va ressonner. Tu vas prendre que 5, etc., etc. Donc en fait, c'est un peu ça qui se passe. Ton corps, petit à petit, il va se dire, non mais c'est une situation que je suis capable de gérer. Donc il va envoyer de moins en moins d'hormones. Il va déclencher à l'intérieur de moins en moins d'hormones. Sauf si t'es quelqu'un de particulièrement stressé qui reste stressé à chaque séance. Auquel cas, si tu restes très stressé à chaque séance et que t'espaces suffisamment tes séances, alors ton cerveau, il va pas s'en rappeler tout de suite. Il va falloir arriver à des très grosses. Mais c'est comme un sportif. Pareil, on prenait la comparaison du sportif. C'est comme un sportif. Au début, il va avoir de l'adrénaline. Il va déclencher toutes ces hormones-là sur 200 mètres. Puis après, il va lui falloir 1 kilomètre. Puis après, il va lui falloir 10 kilomètres. Puis après, il va lui falloir beaucoup plus de kilomètres pour arriver à ce même état hormonal. C'est un petit peu pareil. Est-ce qu'un client qui veut un petit tatouage peut venir te voir? Évidemment. La porte, elle est ouverte à tous. Moi, je dis, il n'y a pas de mauvais projet, il y a que des mauvais clients. Mais quand je dis ça, c'est pas dans le sens que c'est de leur faute, c'est juste comme moi, il n'y a pas de mauvais projet, il y a des mauvais tatoueurs. C'est-à-dire que je peux pas correspondre à tout le monde et tout le monde ne peut pas me correspondre. Maintenant, le plus simple, c'est de venir nous rencontrer. Ou à la limite d'échanger par message. Mais c'est vrai que moi, par message, très rapidement, je dis aux gens, venez me voir, on va passer, ça va pas être long, ça va durer 5 minutes, même pas, des fois c'est le temps d'une cigarette ou d'un café, et juste, ça va vous permettre de dire, ok, j'ai confiance, ou non, j'ai pas confiance. Ça, avant ça, faut déjà regarder si le travail que je fais ou que mes collègues font, il vous plaît. Sans ça sert à rien d'aller voir un tatoueur. Ce serait comme, je vais pas voir un plombier si j'ai besoin d'un électricien. Donc, ça, c'est la première chose. Une fois que ça s'est passé, faut pas hésiter à envoyer un message. Quand est-ce que je peux passer rencontrer tel tatoueur ou telle tatoueuse? Pas hésiter à les rencontrer. Et moi, à partir de là, la seule attente que j'ai de mon client, c'est qu'il reste ouvert à la discussion. Tout comme moi, ce que je m'impose, c'est que quoi qu'il arrive, ce que je dis n'est que mon avis. C'est-à-dire que je suis pas là pour dire à mon client ce qu'il doit faire. Je suis pas là pour lui dire comment il doit le faire. Par contre, je vais être là pour dire, je pense ci, je pense ça, on peut aller là-dessus. Tiens, regarde, il existe ça. Ça, oui. Mais tout ce que je dis, c'est que du conseil. Il en fait ce qu'il veut. Il me dit, non, je le veux comme ça. Va te faire voir. Il y a pas de problème. Et donc ça, il y a pas de souci. Ce qui est important, c'est qu'il sache pas forcément ce qu'il veut, mais qu'il est. Que je l'aide à l'écouter et à lui laisser la possibilité de s'écouter. Est-ce qu'il y a encore un défi que tu aimerais relever dans le monde du tatouage? Quelque chose qui te tient à cœur et que tu dis ça, j'ai jamais testé. Et je ferais bien ça. La performance. Ouais, là, je suis en train vraiment de réfléchir à comment... Alors pareil, c'est pas un truc que je voudrais faire toute seule, c'est un truc que je voudrais faire en collaboration. Mais je pense de plus en plus être en train de réfléchir à... Aujourd'hui, on est face à des tatoueurs qui disent qu'ils sont des artistes. Moi, je me suis jamais considérée comme une artiste tatoueuse. Par contre, j'aimerais beaucoup ramener le tatouage tout doucement dans le milieu de l'art. Mais pour moi, il passera pas sur le rendu, il passera sur l'expérience. Donc, je sais pas si c'est très clair. Peu comme le livre que tu parles, que tu veux réaliser. C'est un peu ça.
Ça serait artistique, ça. C'est ça, là, ça serait plus artistique. C'est ça. Et pour moi, l'artiste tatoueur tel qu'on le voit aujourd'hui, il est pas tout à fait correct. C'est mon point de vue. Attention, je me mets plein de collègues à dos parce que beaucoup ne pensent pas ça. C'est ta perception, ouais. Mais c'est vraiment ma perception. L'artiste tatoueur, il est pas correct parce qu'on passe sur quelqu'un et que donc, on n'est pas décisionnaire comme un artiste. C'est-à-dire qu'un artiste, il choisit son médium, il choisit ses outils, il choisit ce qu'il en fait. Donc, on est sur une pratique complètement consciente et choisie. Enfin, dans un mouvement de création pure. Dans le tatouage, on est dans de la création, mais sans client, je crée pas. Donc, à un moment donné, ou alors on crée du flash qu'on vend ensuite. Tu veux remettre à l'honneur le client? Je voudrais remettre à l'honneur l'expérience, l'outil même de la machine qui traverse la peau, repartir sur un effet, essayer de voir s'il y a une porte dans le monde de l'art pour le tatouage, mais non plus pour sa représentation, mais pour sa performance. Est-ce qu'une exposition humaine pourrait être envisagée? Alors non, je serais plus dans du vivant, du coup. Oui. Alors oui, c'est ça. Peut-être. Je sais pas encore. Avec une voix off. Je sais pas encore sous quelle forme, mais oui, je suis en train de le avec ma collègue, on est en train de le réfléchir. On est en train de le réfléchir là-dessus, ou alors sur combien de temps d'affilée on peut tatouer. Enfin, tout un travail autour, on parlait de ce fameux marathon, tout un travail autour du combat, quel combat, comment l'exposer ce combat, comment le rendre visible. En fait, ton développement et ta recherche tournent autour de ce côté artiste que tu veux développer, cette étiquette artiste. Même pas. Elle est venue parce que c'est ce que tu as envie de... Parce que j'ai envie de le montrer, comme je dis, non plus pour en fait, le tatouage, on est trop dans du figuratif, enfin, quand je dis figuratif, attention, mais on est que dans un rendu esthétique, on est que dans une volonté de faire du beau, entre guillemets. Alors attention, il y en a qui font du beau en faisant pas du beau, c'est un choix, etc., etc. Mais on est quand même dans une volonté qui est purement visuelle et esthétique. Et moi, j'ai plutôt envie de la réfléchir, et c'est d'ailleurs toute ma démarche personnelle dans mon travail, dans l'expérience plutôt que dans le rendu. Est-ce que tu penses que ce côté esthétique, c'est causé par la société de maintenant? Non, je pense que c'est causé par son but même. C'est-à-dire que le but même du tatouage, être vu, il est esthétique. Oui. Et donc c'est là que je me pose la question de comment en sortir et comment l'esthétique du tatouage ne peut être plus que la conséquence du moment qui a été vécu. Ça c'est là, en fait, elle est là la réflexion. Maintenant on y est pas. Elle est belle. Eh bien, merci beaucoup pour cet échange. Avec grand plaisir. Très enrichissant. Merci à toi. Notre discussion avec Lilou touche à sa fin. Et quelle discussion! Un grand merci à toi Lilou pour cette immersion authentique dans ton univers, pour avoir mis en lumière l'importance capitale du ressenti et du vécu dans l'art du tatouage. Ton projet Orbe Noire promet de transformer le studio en un véritable espace d'échange et de création, un lieu où l'encre et la musique s'unissent pour raconter des histoires. Merci à nos auditeurs de nous avoir rejoints. On se retrouve très vite dans un nouvel épisode de Côté Canap.